Bonsoir Philippe Douste-Blazy. Bonsoir. Vous êtes évidemment ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Santé, cofondateur de l'UMP et vous présidez actuellement l'UNITAID comme secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est un des financements innovants, on va en parler dans un instant. Mais dans le fond, vous êtes aussi un revenant en politique. Ça fait longtemps que vous avez un peu disparu des écrans radars. Qu'est-ce que nous vaut ce retour? Est-ce que c'est l'odeur de la poudre de la campagne électorale ou est-ce que c'est l'envie d'un poste pour les prochaines élections après? Non, j'ai déjà dit tout de suite que je ne veux pas de poste ni de circonscription. Non, c'est parce que, comme vous le savez mieux que personne, Rotel Krief, l'élection présidentielle en France est l'élection reine. C'est elle qui redistribue le jeu. Et j'ai créé... En 2000, j'étais président du groupe UDF, vous avez raison, centriste depuis toujours, j'ai jamais lâché mes convictions. Mais nous avons eu un déférent avec François Bayrou en 2000. Lui pensait qu'il fallait garder un petit parti, et moi je pensais que nos idées ayant triomphé, la décentralisation, surtout la conversion européenne de nos amis gaullistes, j'ai dit non, ils nous ont pris nos idées, faisons un grand parti comme en Allemagne, comme en Espagne. Et c'était l'UMP que vous avez cofondé avec Alain Juppé. C'était à Toulouse, il y avait une grande réunion, on s'en souvient, voilà. Effectivement. Jacques Chirac et Juppé d'un côté, moi de l'autre. Eh bien... Vous êtes trompé. Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça marchait très bien. Je crois que les 100 parlementaires centristes étaient très respectés. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu, essentiellement depuis 2007, je vois qu'il y a une droitisation parfaitement assumée d'ailleurs, par l'UMP, que je ne remets pas en question en tant que je respecte. Enfin, je veux dire qu'il y ait des gens de droite et de gauche en France, c'est très bien. Mais simplement, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, j'ai eu la seule impression d'avoir une énorme responsabilité dans le fait que ma famille politique parlait de moins en moins et avait de moins en moins la capacité de s'exprimer. Et donc, j'avais toujours dit à François Bayrou, si je me suis trompé, comme toi d'ailleurs, si tu t'es trompé, j'espère qu'on aura l'honnêteté de le dire, l'un et l'autre. J'avais dit dans Le Monde, et je dirais, je me suis trompé, tu avais raison. Bah, je l'ai fait il y a 10 jours. Je me sens assez heureux de l'avoir fait d'ailleurs, parce que je n'ai jamais trahi mes convictions. Ce n'était pas une trahison de personne. J'ai énormément de respect pour François Bayrou, et je crois que c'est réciproque. Mais je l'ai dit, et je suis très heureux de faire cette campagne avec lui. Voilà, aujourd'hui, donc, vous rejoignez François Bayrou, et ça veut dire que vous pensez que Nicolas Sarkozy a tout faux? Je pense surtout qu'il y a un énorme élan aujourd'hui derrière François Bayrou. Il sera, à mon avis, présent au second tour, parce qu'il y a des faiblesses considérables d'abord chez Nicolas Sarkozy et chez François Hollande, mais surtout, parce que dans une période de crise comme celle que nous vivons, les Français ont bien compris qu'un camp contre l'autre, c'est ridicule. Voilà. Oui, c'est des querelles artificielles. J'ai vécu ça pendant très longtemps. On est à droite, on dit que tous les gens à gauche sont idiots. On est à gauche, on dit que tous les gens de droite sont idiots. C'est tout simplement ridicule. Donc François Bayrou ne sera pas le candidat qui oppose deux camps, mais qui rassemble deux camps. J'ai envie de dire, c'est vrai que la tendance des sondages est très bonne pour lui. Mais vous allez peut-être un peu vite, parce que on se demande aussi avec quel parti, avec quels alliés, il y a peut-être une faiblesse au niveau, pas de l'entourage, parce qu'il commence à avoir des soutiens, mais quand même, la structure partisane ancienne, qu'est le PS ou qu'est l'UMP, même si vous l'avez fondée, peut-être que ça rassure plus qu'un homme qui se présente comme un unificateur, mais qui peut être aussi un peu seul. Mais c'est ça qui est assez magique de la Ve République, d'ailleurs, c'est que les Français n'ont pas à se prononcer pour ou contre un parti à l'élection présidentielle. Ils ont à se présenter, ils ont à se prononcer contre ou pour un homme ou une femme, une personnalité. Or, après, il faut qu'il gouverne, il faut qu'il ait des gens autour de lui. Non, mais je vais y venir. Mais François Bayrou, je crois qu'il n'y a pas un Français qui n'a pas compris qu'il n'était pas tenace. Il avait une force de caractère inouïe. C'est un homme honnête et libre, impartial. Parce que dans les partis politiques, j'ai connu ça. Vous avez autour du parti, évidemment, un réseau. Il y a le réseau autour de l'UMP et de l'ex-RPR, il y a un réseau autour, voilà, les lobbies de l'argent, les corporatismes catégoriels, on le sait, vous le savez comme moi. Autour du RPR et de l'UMP, c'est ce que vous dites. Mais autour du PS aussi, autour du PC aussi, on le sait. J'ai été pendant 20 ans dans les partis politiques. Il y a des réseaux. Alors vous, c'était lesquels, les réseaux? Non, mais ces réseaux que l'on voyait autour de on le voit tout de suite. Je veux dire, regardez aujourd'hui, vous allez me parler de M. Courroy tout à l'heure. Bon. M. Courroy, on sait très bien que c'est un proche du président de la République. Le procureur de Nanterre, voilà, qui vient d'être mis en examen aujourd'hui. Voilà. Mais demain, on peut parler de gens de gauche aussi, qui sont des proches de François Hollande. Les grands partis politiques... Ils ne sont pas encore mis en examen. Non, mais...
si vous voulez qu'on fasse tous les faits divers depuis 6 mois, c'est une catastrophe. Il y a très peu de pays qui ont eu autant de scandales que ces 6 derniers mois, à droite comme à gauche. Et donc là, vous avez un homme, François Bayrou, qui est tout à fait libre, qui est quelqu'un qui est intègre, et qui n'est pas dans des réseaux. C'est vrai. Alors vous me dites, mais alors avec qui il va gouverner? Eh bien, quand vous gagnez l'élection présidentielle, immédiatement, vous avez énormément d'amis et de soutien, croyez-moi. Et il y a tout simplement une élection législative qui vient après, avec tout simplement des députés qui vont porter le projet de François Bayrou, qui est très détaillé aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal. On va y venir effectivement. Juste un tout petit mot pour conclure ce chapitre. Vous venez de l'UMP, vous venez du centre, et vous l'expliquez bien, mais plutôt de la droite. François Bayrou dit qu'il veut être équidistant, qu'il veut réunir. Est-ce qu'il y a assez de gens venant de la gauche auprès de François Bayrou pour que ce soit crédible? Apparemment, alors il y a quelques gens qui viennent des écologistes, mais là, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de la gauche. C'est ce qui m'étonne le plus. C'est que je vois presque autant, sinon plus, de gens de gauche que de gens de droite venir vers François Bayrou. D'ailleurs, il a fait 18,53% avec un taux de participation incroyable en 2007 à la dernière élection présidentielle. Ça, ce sont des millions de personnes. Ce ne sont pas des millions de gens uniquement de droite, parce qu'alors là, le pays est à 3/4 à droite. Donc ça, c'est pas possible. Donc il y a des gens de gauche qui sont un peu déçus, il faut bien le dire, par le début de la campagne de François Hollande. Il y a des gens déçus aussi par Nicolas Sarkozy qui viennent, mais arrêtons d'étiqueter toujours en permanence les gens comme droite et gauche. Vous savez, la crise est telle que, dites-moi quelle est vraiment la marge de manœuvre que l'on va pouvoir avoir. Regardez, François Bayrou a dit il y a 3 semaines, en réalité, il faut, pour augmenter la croissance, produire en France. 2 jours après, François Hollande le dit, 4 jours après, Nicolas Sarkozy. Donc, chacun va dire que c'est le premier, qu'il est le premier à l'avoir dit. Non, mais peu importe. Mais ça, c'est ridicule. Il faut sortir de la cour de récréation. Ce qui est important, c'est que les 3 ont dit la même chose. C'est ça qui est important. Il y a une seule question qui va être posée par les Français pendant cette élection présidentielle. Comment on s'en sort ensemble? Voilà. Comment fait-on pour s'en sortir ensemble? Si déjà vous enlevez un camp, comment voulez-vous que ce pays... Regardez, Angela Merkel, elle a bien gouverné. Elle a fait une grande coalition à un moment donné sûr, avec le SPD. Oui. Mais ça voudrait dire concrètement que François Bayrou il fait une alliance avec le Parti Socialiste? Ou alors, il est au deuxième tour en face de qui? Non, dans votre esprit, il est en face de François Hollande ou en face de Nicolas Sarkozy? C'est-à-dire lequel est éliminé face à François Bayrou? Angela Merkel a fait avec le SPD. Oui. Donc il ne s'agit pas de s'allier avec l'un ou avec l'autre, c'est les deux qui comptent. L'union nationale, c'est ça. Et je crois que quand vous prenez des gens, je ne sais pas, Alain Juppé d'un côté, qui est quelqu'un, je crois qu'il fait l'unanimité aujourd'hui en France sur ses capacités d'homme d'État. On peut être contre sa politique, mais je veux dire, on respecte l'homme qu'il est. Le jeune et talentueux président de la commission des finances aujourd'hui, Jérôme Cahuzac, aujourd'hui est en train de prouver qu'il sait aussi de quoi il parle quand il parle des comptes publics. Je veux dire, arrêtons. Donc j'ai compris, c'est un gouvernement, le président c'est François Bayrou et dans son gouvernement il y a Alain Juppé et Jérôme Cahuzac qu'il arrive à regrouper. Non, ce que je dis c'est que, on le dit depuis le début, c'est pas un scoop, c'est l'union nationale à un moment donné, lorsque les choses vont très très mal dans un pays, 1600 milliards de dettes. Un pouvoir d'achat qui diminue tous les jours. Répondez à ma question. Qui est éliminé dans votre esprit? C'est François Hollande ou c'est Nicolas Sarkozy? Je n'ai pas la prétention de dire ça. Enfin, il veut battre qui en priorité ou il peut battre qui en priorité? Nous, on travaille pour être au second tour. Rien n'est joué. Moi, je suis persuadé qu'il y a un élan aujourd'hui que je vois depuis que j'ai fait cette tribune dans Le Monde. Et je suis sûr qu'à la sortie de cette émission, ce sera pareil. Il y a énormément de gens qui viennent nous rejoindre. Ce ne sont pas des ralliements, si je me permets. Ce sont on rejoint François Bayrou. Des adhésions, voilà, qui viennent de partout, de gauche comme de droite. Eh bien, je ne sais pas qui sera au second tour contre François Bayrou. Je ne peux pas vous le dire. Mais Marine Le Pen, on dit aussi, que les deux grands seraient éliminés et qu'il resterait François Bayrou et Marine Le Pen. Je pense surtout que le pays ne va pas bien parce que je trouve que les élites sont trop égoïstes. Je pense que les classes moyennes ont peur d'être déclassées. Et les classes populaires ont peur d'être abandonnées. Et donc c'est ça ce qui va se passer, c'est que ces deux partis politiques qui dirigent en permanence la France depuis 20 ou 25 ans,
j'en ai fait partie, et donc je le dis avec beaucoup d'humilité, les Français sont peut-être en train de se dire pourquoi on n'essaie pas quelqu'un qui est tenace, intègre, libre et impartial. 2 questions. La première, on le disait, le procureur Courroy, mis en examen ce soir. Vous dites bravo, on est dans un pays dans lequel la justice est indépendante. Est-ce qu'il faut qu'il démissionne? Bon, je dis 2 choses. Je dis premièrement, c'est un pays dans lequel la justice existe, ça c'est vrai. La deuxième, je dis l'importance de l'impartialité. Je veux dire que à aucun moment le pouvoir politique doit se permettre, de près ou de loin, d'être, je dirais, en réseau avec les uns ou avec les autres. Donc, je pense que l'impartialité, ça veut dire quoi l'impartialité? Ça veut dire qu'on ne choisit pas l'intérêt partisan, et on choisit l'intérêt général. Et ça, c'est bon quand même d'être redit. François Bayrou l'a redit récemment, et je crois que les Français ont vraiment l'impression qu'il dit vrai. Voilà, c'est tout. Après, c'est une affaire de justice. Vous comprenez bien que même si je ne fais plus d'émission depuis un moment, je ne vais pas me faire piéger en disant des choses sur la justice. J'espère que tout ça va être vite une affaire de vérité pour tous les Français. L'autre question, c'est évidemment ce sommet de crise, ce sommet social qui va se dérouler demain. Le président va proposer un certain nombre de choses. La TVA sociale, sans doute, des mesures de flexibilité de l'emploi. Il y a quelques jours, il a également parlé de taxes sur les transactions financières. Bon, c'est un sujet que vous connaissez bien avec United, puisque vous avez taxé c'est des financements innovants, vous taxez les billets d'avion pour guérir des... Oui, un euro par billet d'avion. 1 euro par billet d'avion pour soigner les malades du sida. Alors, le président a dit, on va le faire en France. La belle affaire. Est-ce que ça suffit Est-ce que ça suffit de décréter qu'on va faire une taxe comme ça pour le reste du monde? Alors les Espagnols ont dit d'accord, on va aller avec vous. Mais franchement, ça suffit? Lorsqu'on a fait avec le président Lula et le président Chirac cette petite taxe sur les billets d'avion, tout le monde s'est moqué de nous. 5 ans après, on a récolté 2,6 milliards de dollars et 8 enfants sur 10 dans le monde qui ont le sida sont soignés par là. Et parce que la France a commencé. Et donc oui, il faut commencer. Et Nicolas Sarkozy a raison. La seule chose, le seul problème, c'est qu'ils me disent où va aller l'argent. Parce que, et c'est là où est le débat, parce que je veux bien que ça aille au remboursement. C'est la dette, vous l'avez dit, c'est la crise. Je veux bien que ça rembourse la dette, mais qu'est-ce qui va rembourser la dette? Ce sont les réformes. C'est le rééquilibrage des dépenses, les rééquilibrages des comptes publics, avec la diminution des dépenses de l'État et avec la rénovation de l'État-providence. C'est certainement pas en remettant toujours des impôts que l'on va, c'est un puissant fond. Donc il faut qu'une partie très significative, 30-40% de cette taxe puisse aller également aux pays les plus pauvres. Pourquoi? Parce que le sujet politique du monde aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de gens qui n'ont pas de quoi manger, pas de quoi boire, pas d'éducation, pas accès à la santé et pas d'assainissement. Et vous croyez que les Français aujourd'hui, ils se soucient aussi de cela? Ils s'inquiètent aussi pour eux, hein? Être un homme d'État, c'est également penser que ce pays a une tradition universaliste et qu'elle doit montrer l'exemple. Alors oui, faisons les grandes réformes pour que ce pays puisse avoir des comptes équilibrés, mais continuons à expliquer que vos enfants, vos petits-enfants n'ont aucune chance de rester dans la paix au XXIe siècle si vous avez 1,5 milliard ou 2 milliards de personnes qui voient combien coûte un déjeuner à Paris et qu'avec cet argent, sur tout le village, on pourrait soigner la tuberculose, le paludisme et le sida pendant 2 ans. Un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie qu'on peut éviter. Alors, tous ceux qui nous écoutent ont des petits-enfants ou des enfants. Ils savent ce qui se passe lorsqu'ils ont 40 de température, qu'on les envoie à l'hôpital. Eh bien, c'est effrayant d'estimer que les enfants dans le Sud ne sont même pas des personnes humaines. C'est pas possible. Et François Bayrou s'est engagé à donner un pourcentage non négligeable à ces pays qui en ont besoin. Ça ira pas au ministre, ça ira pas au gouvernement, ça ira pas à la corruption. Ça ira à la Fondation Clinton, à l'OMS, à l'UNICEF, ça ira au Fonds mondial. C'est des choses très sérieuses. Vous avez rencontré François Baroin aussi, vous en avez parlé avec lui? Oui, j'en ai parlé avec lui. Je suis tombé sur un ministre des Finances totalement impliqué dans cela. Et je lui ai demandé, lorsqu'il sera au Parlement, avant l'élection présidentielle, qu'il y ait une partie de cette taxe qui aille
s'associer à la taxe sur les billets d'avion de manière extra-budgétaire. C'est-à-dire que ça n'ira pas à Bercy. Il aura toute l'administration de Bercy contre lui, mais il faudra qu'il tienne le cap, parce que c'est comme ça qu'on fait des grandes évolutions dans le monde. Mais alors, pourquoi vous ne votez pas Nicolas Sarkozy? Vous venez de dire, il a raison. Non, pas du tout. C'est très embêtant, c'est parce que vous ne m'avez pas écouté. Non, j'ai tout écouté. Lui, il veut faire une taxe sur les transactions financières pour désendetter le pays. Moi, je vous dis qu'il faut le faire pour désendetter le pays, et à côté, faire au moins 30 à 40% pour les gens qui sont les damnés de la terre, les gens qui n'ont rien, car sinon, c'est pas un problème humanitaire, c'est pas un problème de santé. C'est un problème de paix. Mais bien sûr, c'est un problème de paix, c'est un problème de non-conflit, c'est un problème tout simplement de fraternité. Et ce pays est là aussi pour ça, il doit montrer l'exemple. François Bayrou est le seul, Hollande ne l'a pas dit, et Nicolas Sarkozy non plus. Il l'a dit pendant le G20, il ne l'a pas redit là. Philippe Douste-Blazy, dernière question. Si François Bayrou n'arrivait pas au deuxième tour, ça peut arriver, hein, parce que pour le moment ça marche bien, mais il n'est pas très attaqué parce que tout le monde espère avoir ses électeurs. Mais le jour où on va commencer à l'attaquer, ce sera peut-être plus difficile. S'il n'arrive pas au deuxième tour, votre cœur ne penchera pas vers François Hollande? Si François Bayrou est attaqué, il continuera à monter. Donc il sera sûr d'être au second tour. Merci beaucoup Philippe Douste-Blazy d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. C'est bien sûr le journal de Jean-Rémy Baudot tout de suite. Et ensuite, c'est Edoui Plenel qui viendra sur ce plateau avec nous. C'est le fondateur de Mediapart.